Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire qui rentre dans le cadre de la rentrée de DataGouv. Alors si vous êtes fidèle à ces webinaires, vous en avez peut-être vu quelques-uns, effectivement, on arrive plutôt en fin de session sur les webinaires de la rentrée de DataGouv. C'était un cycle d'une trentaine d'événements qu'on a organisé depuis début septembre. Donc déjà, est-ce que vous nous entendez? Si vous pouvez nous écrire dans le chat si tout est bien au niveau du son, ça nous permet d'avancer. Donc la rentrée de DataGouv, c'était un cycle de 30 événements qui étaient décomposés en 3 grands axes. Le premier sur l'accès à la donnée, le deuxième autour de la circulation des données, et le troisième sur les usages de données. Là, ce webinaire dans lequel on va rentrer dans quelques instants, donc, qui est une discussion sur les portails thématiques adossés à data.gouv.fr. Du coup, cette discussion, en fait, on aurait dû la tenir en septembre, donc sur la partie accès à la donnée, mais avec des problématiques techniques de régie son et réseau, on a dû le reporter à aujourd'hui. Donc déjà, merci à tous d'avoir patienté ce mois et demi sur ce sujet. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre. Donc je vois que tout le monde nous entend, c'est parfait. Qu'on démarre avec nos différents participants. Donc ils sont 4 aujourd'hui. Donc bonjour à tous.
Je vais vous présenter rapidement et puis après, derrière, je vous propose qu'on rentre d'ores et déjà dans le vif du sujet autour des portails thématiques pour nous indiquer ce que c'est, à quoi ça vous sert, etc. Bonjour Vincent. Donc Vincent Aïtamar, toi tu es chef de projet au sein du commissariat général au développement durable sur le projet écologie.data.gouv.fr. Bonjour Cyril, donc Cyril Morin, toi tu es responsable produit, PO, Product Owner, comme on peut dire aussi sur le portail transport.data.gouv.fr. Bonjour à toi. Bonjour Muriel. Alors Muriel, toi tu es adjointe à l'AMDAC, du ministère de l'Éducation nationale. L'AMDAC, c'est l'administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources. Il faut savoir que dans l'administration est réparti au niveau interministériel un administrateur général des données qui est au sein de ma direction, à la DINUM, donc la direction interministérielle du numérique. Et cet administrateur général coordonne un réseau des différents ministères. Et donc, il y a des AMDAC, donc des administrateurs ministériels des données, qui sont répartis sur différents ministères. Et donc, toi, tu es au sein de l'Éducation nationale, adjointe à Philippe Ajuelos, qui est l'AMDAC en titre. Voilà. Bonjour Muriel. Et enfin, Eudes. Bonjour Eudes. Eudes Père. Donc, toi, tu es chargé de mission ouverture et circulation au sein du ministère de la Culture. Et tu travailles notamment sur la transversale culture.data.gouv, dont tu pourras nous parler. Eh bien, merci à tous d'être présents. Je vous propose qu'on démarre avec une question un peu générique pour commencer. Et puis, celui qui veut commence à prendre. L'idée, c'est que ça soit un peu une discussion libre. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à intervenir. Dans un premier temps, ce qu'on se demande, c'est vos différentes démarches. Donc, on a parlé de transport DataGouv, de data.education.gouv.fr côté éducation nationale, d'écologie DataGouv, de culture DataGouv. Est-ce que vous pourriez nous présenter chacun votre démarche autour de ces différents portails thématiques de données, en précisant d'où vient l'initiative, quels sont les objectifs derrière ces portails, les enjeux que vous voulez adresser, et comment ça se présente, et qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces portails de données. Donc je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, sinon je désigne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Eh ben Vincent, j'ai l'impression que tu as levé la main, donc c'est pour toi. Très bien, et puis Cyril suivra, j'ai vu qu'il était partant aussi. Déjà, merci Geoffrey et Data.gouv pour l'organisation de cette série de webinaires et pour cette invitation. Je suis Vincent Aïtaman, je suis de projet à l'Ecolab. On porte ce catalogue national qui est écologie.data.gouv, qui est donc le catalogue des données du ministère de la Transition écologique. Peut-être trop préciser effectivement le cas dans lequel il s'insère. Ecolab, c'est un laboratoire d'innovation au sein du commissariat général du développement durable qui a la particularité d'assumer la fonction de l'administration ministérielle des données. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le développement, le déploiement du catalogue écologie.data.gouv en collaboration avec la DINU, puis l'ensemble des catalogues thématiques et territoriaux. Peut-être préciser que d'un point de vue politique, ce catalogue s'inscrit dans un double contexte. Déjà un contexte de territorialisation des objectifs de la transition écologique. On a des objectifs à horizon 2030-2050, des objectifs ambitieux en lien avec la zéro artificialisation ou encore la neutralité carbone. Il faut savoir que pour atteindre ces objectifs-là, il y a un enjeu de renseigner des trajectoires dans les différents plans locaux de planification qui soient compatibles avec ces objectifs nationaux. Et cette territorialisation aujourd'hui, c'est concrètement 9000 plans locaux d'urbanisme qui peuvent être révisés à horizon 2028, des SCOT qui peuvent être également révisés. Tous ces documents-là, ils servent de base chaque année à l'instruction de 1,5 million d'autorisations d'urbanisme. Donc en fait, on est vraiment sur une dynamique collective massive, imminente, déjà d'actualité, on va dire, et extrêmement complexe compte tenu de la diversité des champs d'action qu'il faut aborder. Et c'est là où on en vient au deuxième aspect du contexte dans lequel s'inscrit ce catalogue, c'est la très importante fragmentation de l'écosystème de données. Un agent aujourd'hui national, territorial, qui est amené à travailler, à conseiller des élus sur les enjeux, en tout cas de transition écologique autour de cette trajectoire-là. C'est sur chaque territoire une centaine de jeux de données qui doivent être mobilisés, issus de bases de données nationales, départementales, régionales, des jeux de données sur des thématiques très diverses comme l'air, la biodiversité, l'eau,
et des bases de données qui sont réparties sur une centaine de catalogues. Et nous, le constat qu'on fait, c'est que, y compris pour des experts métiers, aujourd'hui, c'est compliqué d'aller chercher la bonne donnée, de se tenir informé sur les changements des différents catalogues qui évoluent, parce qu'on est sur un écosystème mouvant. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a donc, dans le cadre d'administration des données, on a instauré, impulsé écologie.data.gouv, qui propose donc une centralisation des données qui sont utiles aux politiques publiques. Vous y trouverez également un onglet avec des indicateurs territoriaux de transition écologique sélectionnés par des experts métiers. Et on y reviendra, des collections thématiques en lien avec nos politiques publiques. Voilà pour le tour. Merci Geoffrey. Super, bah merci. Donc voilà, on voit un des intérêts premiers là par exemple d'un portail de données, c'est d'être capable de fédérer une communauté de différents producteurs de données au sein d'un même pôle par exemple ministériel pour avoir une plateforme sur laquelle on peut créer des échanges. C'est ce que vous faites côté écologie DataGouv, donc ça c'est super intéressant. Il y a un autre aspect, donc peut-être que je vais donner la main à Cyril. Aujourd'hui datagouv.fr c'est le catalogue national, on va retrouver plus de 70 000 jeux de données dessus. Donc ça, c'est une mine d'or pour quelqu'un qui a le temps, veut pouvoir chercher patiemment les données qu'il veut récupérer et avoir l'accès total à toutes les données françaises. Mais effectivement, quand on est intéressé par une thématique en particulier, donc là je pense par exemple aux données de transport, quand on s'intéresse particulièrement aux données de transport, on peut être un peu perdu sur le catalogue data.gouv.fr. Et donc Cyril, je te donne la main pour présenter un petit peu la plateforme Transport DataGouv. Donc comment est-ce que du coup vous la mettez en œuvre? Quels sont les enjeux que vous voyez derrière tout ça? Merci Geoffrey pour cette introduction qui explique déjà un petit peu notre raison d'être. Peut-être un petit peu d'historique et la raison d'être du PAN, qu'on appelle transport.datagouv.fr. Et le PAN, j'en parle parce que c'est le point d'accès national et ça correspond aussi en anglais à National Access Point. Tout ça pour dire que notre raison d'être est réglementaire. Elle vient d'une réglementation européenne qui impose aux États d'avoir un portail national qui éditorialise, qui référence les données de mobilité sous un certain format, des standards. Voilà. Donc tout ça, tous les États membres doivent avoir un point d'accès national. Ensuite, chaque État, quelque part, l'organise un petit peu comme il veut, selon ses ressources, selon sa stratégie. Mais c'est important de dire que finalement, l'initiative est réglementaire. Donc notre raison d'être, il n'y a presque pas de choix. On doit avoir ce portail. Ceci étant dit, la mission et l'objectif de cette réglementation est plutôt intelligente. Elle est de favoriser en fait les déplacements, la multimodalité, pour un objectif écologique bien connu de tous. Je ne vais pas refaire le laïus des transports, de la mobilité au sein de nos sociétés. Donc ça, je pense que ces missions-là, on participe activement d'une façon très ciblée sur les données et le numérique. On parlera un petit peu après de l'organisation entre DataGouv et Transport DataGouv, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est qu'on référence, on trie, on filtre, on éditorialise la donnée, on ne récupère que de la donnée entre guillemets de qualité et on la met sur notre portail. Donc tout réutilisateur, tout producteur qui connaissent notre domaine vont aller plutôt sur notre portail pour aller trouver ce qu'ils veulent, selon ce qu'ils veulent faire bien évidemment. Ce qui est important aussi, c'est qu'on est une plateforme open data, tout comme data.gouv.fr, vraiment. Par contre, on va rajouter des couches métiers, donc des services de validation de données, de documentation, de notifications qui sont vraiment propres à la donnée vraiment de mobilité. Des services aussi humains, donc il y a toute une équipe qui accompagne, parce que c'est pas simple. Les producteurs, on en reparlera peut-être un peu après, mais sont dans l'obligation de publier la donnée. Donc pour certaines petites collectivités, c'est très compliqué. On leur demande de faire des choses dans des standards qu'ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas toujours les ressources. Voilà. Donc on est aussi là pour vraiment être accompagnateur, aidant, tiers de confiance.
voilà notre mission, j'ai envie de dire. On va peut-être encore en parler un petit peu plus tard, mais notre raison d'être, elle est vraiment de faciliter l'accès à la donnée. Et ensuite, on reparlera peut-être un peu plus tard des réutilisateurs, mais on est sur vraiment tout un scope assez large, plus large qu'on ne le croit, parce qu'on est un peu axé sur l'information voyageur quand même. Par contre, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs. Il n'y a pas que les calculs d'itinéraire qui utilisent la donnée de mobilité, bien évidemment, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Super. Ouais, Bah, merci. Ouais, donc en fait, donc les initiatives là qu'on voit, donc écologie et transport, donc c'est en complémentarité avec data.gouv. Donc en fait, peut-être qu'il est important de dire, c'est que un utilisateur, il va retrouver la donnée sur DataGouv, mais il va aussi la retrouver sur les portails thématiques. Et donc en fait, bah, il va où il préfère aller. Et donc quand il n'a pas forcément un a priori, bah, il peut être sur DataGouv. Mais par contre, quand effectivement il est déjà dans une communauté et qu'il veut bénéficier de services en sus que vous proposez dans vos portails, c'est intéressant d'être au courant de ces thématiques, de pouvoir aller dessus et les utiliser. Peut-être Eudes, du coup, peut-être nous parler d'un petit nouveau dans les portails thématiques qui émerge là depuis la rentrée. Donc Culture DataGouv, qui est une initiative assez nouvelle, je crois. Enfin, tu nous en parleras. Et donc, comment est-ce que du coup vous imaginez, côté ministère de la Culture, utiliser ce portail thématique? Est-ce que c'est en regard de ce que tu as entendu là sur écologie et transport? Voilà, qu'est-ce que vous mettez derrière? Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup Geoffrey pour l'invitation. Évidemment, ça rejoint, ça nous a inspiré en fait les deux projets qui viennent d'être présentés. Je me permets de partager quelques slides. Il y en a trois. Et pour structurer, on va dire visuellement aussi la prise de parole. Ouais, pas de problème. Vas-y, du coup, normalement, tu peux partager l'écran. Partager et je. Super, on voit ton écran. Contextualiser, c'est bien cela? Non, c'est. Non, là, on nous voit Ok. en multiple. Voici, et voilà. Je lance la présentation. Non, on voit pas, on voit l'écran visio là. On est sur l'écran visio. L'écran visio, pardonne-moi. Hop. Donc ça doit être écran visio. Est-ce qu'ici, c'est mieux? Non, j'ai l'impression que... Ouais, c'est très joli, on nous dit dans le chat, mais effectivement... non, là on se voit en double, je pense que tu partages le mauvais écran ou la mauvaise fenêtre, je sais pas. Pardonne-moi, je ne veux pas vous faire perdre de temps. Hop, voilà. Et ici, c'est toujours les histoires de fenêtres. Arrêtez le partage, on va faire comme ça. Partager le bon écran. Donc là, j'étais sur la fenêtre. Ok. Et là, vous allez pouvoir normalement voir cette fenêtre-là. Ouais, super. On voit les slides. Eh bien, c'est parfait. Hop. Et je vais vous l'afficher en un peu plus grand. Voilà. Pardonnez-moi pour cette petite question technique. Simplement pour revenir sur Culture Data.gouv, évidemment, en fait, et pour aller très rapidement, ça correspond, on va dire, à la question historique en fait de l'ouverture des données. Donc, évidemment, cette verticale s'inscrit, on va dire, dans un processus beaucoup plus long, d'il y a plus de 10 ans, on va dire, d'ouverture des données. Ça s'inscrit aujourd'hui dans 3 axes qu'on souhaite renforcer: favoriser la découvrabilité et les réutilisations des données de la culture, développer la médiation, et ça c'est un pan en cours de développement autour des données, de la data vise, amplifier les usages et bâtir un espace aujourd'hui transversal de confiance. Donc ça rejoint évidemment l'intérêt aujourd'hui et l'une des spécificités des verticales entre différents producteurs de données. Actuellement, le périmètre autour de la transversale, on est parti d'une enquête et même de plusieurs enquêtes d'usage. Alors, déjà une enquête côté ministère menée côté ministère de la Culture. On a repris aussi des éléments et des résultats de l'enquête que vous aviez menée, que la DINUM avait menée sur data.gouv, et pour déjà partir d'un constat. Ce constat, c'est pour les usagers. On avait auparavant une autre plateforme, mais il y avait la question qui a été énoncée et la problématique qui a été déjà évoquée tout à l'heure la capacité à identifier une plateforme et dans un écosystème où on avait une multitude de plateformes. On a voulu répondre dans cette verticale. Donc,
participer à mieux identifier la donnée ouverte des données de la culture. On avait aussi un second point par rapport à ces besoins usagers. On était jusqu'à présent sur une plateforme uniquement au sein du périmètre du ministère de la Culture. Et évidemment, la transversale permet de dépasser ce périmètre et d'aller beaucoup plus loin, donc de créer aussi, et on l'abordera sans doute lors de cet échange, d'aborder les questions de gouvernance. Voilà. Pour aller rapidement, par rapport à cette transversale, aujourd'hui, elle se structure, on l'a pensé évidemment pour les usagers, sur des, on va dire, onboarding, la capacité on va dire, d'embarquer les utilisateurs autour de 3 points, pour l'instant 3 axes, 3 verbes, on va dire, d'action: explorer, publier, échanger. On pourra sans doute réévoquer autour d'un univers, l'univers de la culture. Je rentrerai un peu plus précisément à l'intérieur, simplement pour décrire aussi ce qui est une transversale. C'est évidemment, ça dépasse du coup le périmètre d'un ministère. Aujourd'hui, pour s'en rendre compte, on était à peu près à 950. Alors, côté ministère, on avait 180 jeux de données, datasets. Aujourd'hui, c'est 950 jeux quand on pense transversal, en fait, autour du tag culture. C'était du coup une organisation. Aujourd'hui, ça permet d'en avoir plus de 130 qui sont représentés, et avec une diversité aussi de représentation liée à la donnée et de connaissances sur la donnée. On a ministère, mais également collectivités territoriales, donc toutes les strates, hein, régions, départements, communes, communautés d'agglomération, mais également des structures privées qui sont présentes dedans, typiquement des agendas culturels comme Open Agenda ou voilà. Donc vraiment, ça ouvre, on va dire, ça actionne un levier complet d'une action transversale. Ça permet aussi d'aborder les questions, on va dire, de déstylotage, en fait, c'est une approche tout simplement de déstylotage. Voilà. Super, merci beaucoup. En fait, c'est intéressant parce que du coup, effectivement, on voit que aujourd'hui en France, l'écosystème open data, il est assez décentralisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'administrations qui ont leur propre portail et ces portails sont moissonnés par DataGouv. Donc le moissonnage, c'est l'action qui consiste à récupérer l'ensemble des métadonnées des catalogues de données qui se trouvent à droite et à gauche pour les centraliser en un seul portail. Et du coup, donc la culture, donc vous vous placez au-dessus de DataGouv, vous allez récupérer des données de différentes administrations. Du coup, ça me permet de faire une transition avec toi, Muriel, parce que effectivement, là, on est dans le cas de votre portail qui s'appelle data.education.gouv.fr, qui est un portail qui est moissonné par data.gouv et donc que vous pouvez également retrouver sur DataGouv. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de l'initiative que vous menez au sein du ministère de l'Éducation nationale sur ce portail? Et moi, je vais donner le lien sur le chat. Vas-y, je te laisse présenter tout ça. Merci Geoffrey. Oui, alors nous, c'est une démarche qui est assez ancienne, mais qui a rebondi plus spécialement il y a 4 ans. Donc, notre démarche d'ouverture d'un portail sur les données de l'éducation nationale, au début juste du ministère, après cela s'est étendu à des données d'opérateurs type PIX, pour ceux qui connaissent, Canopé, Onicep, etc. Donc c'est assez ancien, 2016, hein, de manière un peu concomitante avec la loi pour la République numérique. On a passé la vitesse supérieure en 2021. Tous nos jeux de données, actuellement on en a un peu plus de 250, sont moissonnés et se retrouvent sur data.gouv. Évidemment, on essaie on ne se limite pas du tout, on essaie de publier le maximum de jeux de données, les plus complets possibles. Donc on a vraiment passé la vitesse supérieure en 2021. J'ai un écho. Ah pardon, je pense que les gens ne l'entendent pas, mais je vais baisser un peu le son. Vas-y. Merci Geoffrey. On a passé la vitesse supérieure sur 2 axes en 2021, offrir davantage de jeux de données et en particulier pour les usagers. Pas seulement pour les data journalistes, les chercheurs, etc., mais vraiment pour les usagers du ministère. Je pense que c'est une spécificité peut-être de notre ministère où on est sur des domaines assez anxiogènes, hein, l'affectation des enfants au collège, au lycée,
dans l'enseignement supérieur. Et pour cela, on a des données comme la carte scolaire, on a des données sur l'indice de position sociale, qui est un des critères d'affectation au lycée dans AFEDNet, qui est le SI d'affectation au lycée, mais aussi les données de Parcoursup. On essaie d'ouvrir au maximum les données sous format tabulaire. Alors, le plus que cela offre, évidemment, c'est la capacité de prévisualiser, c'est-à-dire que vous avez tout un tas de filtres et vous pouvez obtenir la donnée qui vous intéresse en tant qu'usager sans avoir à télécharger l'intégralité du jeu de données. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a des appels API, évidemment. Notre site est très utilisé par les entreprises également, et notamment sur le jeu de données calendrier des vacances scolaires. On offre aussi beaucoup de data visualisation, mais on aura l'occasion d'en reparler, je crois, Geoffrey. Oui, parce qu'effectivement, c'est une spécificité un peu de data éducation, la partie visualisation, enfin, quelque chose sur lequel vous êtes très fort et très en avant, donc ce serait intéressant de t'entendre sur ce sujet. Avant ça, je pense que ce qui pourrait être intéressant aussi continuer à faire un petit tour de table, c'est que là, on a vu l'utilité d'avoir un portail thématique, c'est-à-dire de regrouper au sein d'un même portail un catalogue de données sur une thématique particulière, et donc ça, c'est les initiatives un peu communes, donc là, si j'entends tout ce que vous avez dit, que vous êtes en train de mettre en œuvre. Donc ça, c'est une utilité technique. Moi, ma question, c'est aussi en termes de communauté. Est-ce que du coup, d'avoir un portail, donc de brander un portail avec un nom particulier, de cataloguer l'ensemble du catalogue de données sur une thématique particulière dans vos différents portails, ça permet de fédérer, d'animer une communauté de réutilisateurs. Est-ce que vous êtes en lien avec ces réutilisateurs ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, Vincent, tu en as déjà un petit peu parlé, donc je peux peut-être te donner la parole, parce qu'effectivement, moi je trouve que de notre point de vue côté d'Inum, l'initiative autour d'écologie DataGouv, je trouve que c'est très intéressant, parce que on a vu que ça amène de la gouvernance, ça amène aussi à faire que des gens qui sont des producteurs de données se parlent entre eux, et du coup atterrissent sur une même plateforme. Donc je sais pas si tu veux commencer et préciser un petit peu tout ça. Oui, merci Geoffrey. Donc effectivement, peut-être pour faire ce focus sur la communauté autour de notre outil, donc un certain nombre de parties prenantes, pour résumer, bien sûr des producteurs de données, des gestionnaires de catalogues avec qui on est en étroite collaboration, et des experts métiers. De manière beaucoup plus ponctuelle, ça a été mentionné notamment par Muriel, on a aussi des data journalistes qui nous écrivent récemment sur France Info en lien avec un certain nombre d'indicateurs. Donc là aussi, on voit que c'est un bon référencement, donc des retours très positifs aussi de ce côté-là. Mais je vais faire le focus peut-être sur deux profils avec lesquels on est amené à travailler de manière rapprochée. Alors, on le mentionnait en introduction, on a un gros sujet de centralisation des données du pôle ministériel. Donc on est en contact, un investissement qui est fort dans l'accompagnement de gestionnaires de catalogues pour la centralisation des jeux de données. On a fait tout un travail aussi avec data.gouv pour la prise en charge des jeux de données géographiques qui constituent la majorité des jeux de données des plateformes de notre pôle ministériel. Et donc parmi cette communauté, on va retrouver bien sûr des catalogues d'opérateurs du pôle ministériel, donc l'IGN, on va retrouver les systèmes d'information de l'Office français de la biodiversité, etc. On va retrouver aussi bien sûr des données qui sont très importantes et parfois disons moins visibles à une échelle nationale, qui sont les données de nos services déconcentrés, donc des directions régionales, des directions départementales. Donc aujourd'hui, elles sont disponibles donc sur ecologie.data.gouv et data.gouv. Geoffrey mentionnait également la notion de réutilisateur qui nous intéresse aussi tout particulièrement et sur laquelle on nous questionne ici par rapport à l'impact de notre plateforme. Là aussi, on va avoir plusieurs profils. On fait le constat, encore une fois, que au niveau des experts métiers, il y a un certain nombre d'experts qui gravitent autour des sujets de nos politiques publiques qui ne sont pas dans l'administration. Par exemple, quand on mentionnait des observatoires ou des associations spécialisées, elles utilisent les données
produites par le service public, elles ne savent pas forcément quel bureau, quel service produit quelles données et sur quelle plateforme elles vont être référencées. Donc ça, pour eux, cet accès, il est vraiment intéressant et régulièrement, on est sollicité aussi par eux. Est-ce que vous avez des données sur l'évolution du trait de côte de manière prospective à horizon 2050-2100, est-ce qu'il existe une base de données nationale là-dessus? Et donc, c'est tout l'intérêt pour ces personnes-là qui n'ont pas un accès direct à nos services, d'avoir accès, disons, un accès facilité à l'existant du patrimoine de données. On a des experts métiers qui, eux, souhaitent valoriser leur expertise. Sur l'ensemble du territoire, il y a des réflexions qui concernent des besoins partagés par l'ensemble du territoire. Et donc, c'est un jeu de partager des méthodologies. On y reviendra sur la notion de bouquet de données. Et donc, ça fonctionne. C'est un élément qui fonctionne bien et sur lequel on interagit avec ces experts métiers. Et je terminerai en disant que, toujours en lien avec cette expertise, il y a un enjeu de coordination entre l'ensemble des parties prenantes. Le meilleur exemple qu'on a actuellement, c'est celui des COP régionales. Il y a un enjeu de se mettre d'accord sur un socle commun d'indicateur, d'identifier quelles sont les données qui font référence, et voilà, pour avoir une action qui soit cohérente entre l'ensemble des territoires. Et donc ça fait l'objet d'un bouquet de données qu'on va retrouver sur ecology.data.gouv et qui est consulté régulièrement dans le cadre de cet exercice national que sont les COP régionales. Super, merci. C'est très clair. Est-ce que quelqu'un veut du coup enchaîner sur la partie communauté et fédération de communautés dans vos différents portails? Je veux bien enchaîner comme reprendre le tour. Oui, alors une des chances, une des spécificités peut-être de transport.data.gouv.fr, c'est sa maturité. C'est la maturité à la fois des données de mobilité, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'on fait du calcul d'itinéraire, ça fait un moment qu'on fait de l'information voyageur. Il existe des standards qui sont connus, parfois mondiaux, parfois européens. Et dans certains sujets, on a vraiment un niveau de maturité très élevé, ce qui fait que notre communauté, de fait, que ce soit côté producteur ou réutilisateur, on est une forme de référence déjà. Donc ça facilite beaucoup les échanges et puis on est finalement sollicité alors pour l'accompagnement, du support, pour des questions parfois techniques de façon différente. Toujours est-il qu'on essaye quand même de mieux connaître notamment nos réutilisateurs, c'est-à-dire que les producteurs, on a une fine connaissance, c'est presque des partenaires parce qu'on parle vraiment d'AOM avec lesquels on travaille depuis très longtemps. Il y a eu toute une phase un peu de développement où il fallait aller chercher la donnée. Donc il y a vraiment cette concentration sur il nous faut bien de la donnée si on veut une plateforme open data. Toute cette phase-là, dans certains modes de transport, elle est un petit peu au bout de... Alors on n'est jamais au bout, attention, il y a beaucoup de travail à faire et il y a beaucoup de compléments. Mais si on parle juste des horaires, on est sur une exhaustivité qui est assez impressionnante, et tant mieux pour la France, on va dire. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès aux horaires de quasiment toutes les communautés de communes, métropoles, enfin voilà, en France. Donc c'est vrai que notre relation, elle devient de plus en plus professionnelle presque, et on est sur des services, des échanges, de l'industrialisation de nos échanges en fait. On nous sollicite peut-être un petit peu moins, mais parce qu'on est de plus en plus efficace aussi. Donc il y a beaucoup de travail qui est un peu déporté sur le côté échange. Je parle de la communauté de manière générale, parce qu'on offre un catalogue de services qui finalement permettent que ce soit un producteur ou un réutilisateur, de venir sur notre plateforme, encore faut-il qu'ils la connaissent, mais une fois de plus, elle est de plus en plus connue, et puis soit de se servir, soit de déposer la donnée sans encombre, presque. Donc on arrive à un moment qui est un peu différent, qui fait qu'on doit aussi se réinventer, et nous on travaille aussi pas mal sur mieux connaître nos réutilisateurs et leurs besoins, bien sûr. C'est une difficulté dans l'open data parce que on s'identifie pas toujours, on s'authentifie pas toujours. Enfin, du coup, on nous demande nous systématiquement l'impact. Quel impact vous avez, ce qui est tout à fait normal. Qui utilise vos données. Et puis là, il y a un moment où on disait, on sait qu'il y a des calculs d'itinéraire, on sait qu'il y a du monde parce qu'on a des retours sporadiques ou plus réguliers de data journalistes, de chercheurs, vraiment d'agences immobilières parfois. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Par contre, on n'a pas une vision parfois il y a un petit écho, suffisamment fine. Voilà, donc le travail, nous, on a vraiment envie de mieux connaître, et c'est aussi c'est important pour les producteurs de données qui sont des collectivités pour la plupart d'entre elles. Alors il y a aussi des
prévu, mais d'avoir un peu ce retour sur, quand je dis investissement, attention au terme, hein, mais vraiment c'est beaucoup d'efforts pour eux, beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources, beaucoup de travail pour nous mettre de la donnée de qualité, et ils le font de plus en plus. On est vraiment sur quelque chose de vraiment top. Maintenant, c'est vrai qu'ils aimeraient avoir un retour un peu de retour un petit peu plus précis, entre guillemets. Donc ouais, là donc tu mentionnes des sujets autour de l'impact. C'est vrai que l'impact dans l'open data c'est toujours compliqué à mesurer. On a eu un webinaire dédié à ça. Donc moi j'invite les gens qui écoutent à regarder ça et comment est-ce que côté d'Inum et côté DataGouv on essaye de mesurer un petit peu l'impact. Effectivement avec des approches qualitatives plus que quantitatives, parce qu'effectivement quantitative comme c'est de l'open data on trace pas, et c'est normal, on trace pas les usages des données. Par contre effectivement sur les données de transport, a priori toutes les personnes qui assistent à ce webinaire les ont déjà utilisés une fois dans leur vie. Du coup, donc vous avez déjà utilisé Transport DataGouv d'une certaine manière. Donc c'est assez compliqué effectivement d'un point de vue notamment des aspects budgétaires, etc. d'arriver à du coup prouver l'impact d'un produit alors qu'on n'a pas exactement en quanti, mais c'est le principe, c'est aussi la règle du jeu de l'open data, c'est-à-dire que libre à chacun de réutiliser ces données. Super, merci beaucoup Cyril. Donc peut-être que je passe la parole à Muriel. Est-ce que tu veux nous parler aussi un petit peu de la partie communautaire, les aspects communautaires et de fédération des réutilisateurs que vous travaillez au sein de Data Education? Alors nous, dans notre gouvernance, on n'a pas à proprement parler un réseau que l'on animerait. On y réfléchit hein, parce qu'on a un vrai, je pense qu'il y a un vrai intérêt à animer un réseau thématique sur les données. Non, ce qui se passe, c'est que nous, on a une croyance, une doctrine, c'est que un jeu de données, s'il est de qualité, il est utilisé. Surtout s'il présente un intérêt spécifique, que ce soit pour les data journalistes, les chercheurs, les collectivités, les opérateurs ou les usagers. Donc il est de qualité, il est utilisé. S'il est utilisé, il monte encore en qualité parce que il se trouve que nous, j'imagine comme les collègues qui ont des plateformes data, open data, on a beaucoup de retours des usagers sur des questions, mais pourquoi vous n'offrez pas telle ou telle donnée? Mais en fait, tel champ, il me semble pas très bien défini parce qu'il faudrait apporter tel ou tel détail pour le définir. Attention, donc là ce matin par exemple, on a un collège qui dit attention, en open data, l'adresse de mon collège qui est affichée, ce n'est pas la bonne. Sur les données de Parcoursup, quand on l'a publié en janvier 2025, on a eu des retours d'usagers sur le fait qu'un des champs, notamment sur le nombre d'internes, est erroné. Il y avait 2 fois plus d'internes que d'admis à la formation dans chacune des formations. Donc, effectivement, c'est un problème. Donc, on utilise notre réseau et qui nous fait beaucoup de retours pour la montée en qualité de nos. Donc, voilà, on mesure évidemment de manière. On a 500 000 utilisateurs uniques par an, c'est une grande fierté, mais une autre manière de mesurer les usages de nos jeux de données, c'est d'ouvrir donc ce canal de transmission entre les usagers et notre ministère à toutes les questions, demande de précision, rectification d'erreurs qui se posent au quotidien. Et le grand nombre d'interventions que nous avons aujourd'hui nous dit que nous sommes de la part de collectivités, d'usagers, etc., nous dit que nous sommes sur la bonne voie. Super, merci beaucoup. Eudes, est-ce que tu veux compléter sur la fédération, même si, comme tu l'as présenté, donc on est en lancement un peu de cette transversale, du coup c'est en construction, si j'ai bien compris, mais du coup est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la partie communautaire, ou en tout cas des ambitions que vous mettez derrière? Complètement, et ça s'inscrit évidemment dans une plateforme qui est encore jeune, elle a 2 mois, et ce qui est intéressant, c'est que la verticale permet de bâtir, et en tout cas de réinventer la gouvernance. Donc ça, c'est le constat. Le fait
de changer de périmètre, de changer d'échelle, amène forcément à un moment donné, donc d'avoir d'autres producteurs de données, amène à réinventer sa manière d'envisager la gouvernance. Actuellement, le prisme et le parti pris, c'est d'avoir un entonnoir extrêmement large. On accueille l'ensemble des données taguées culture. C'est-à-dire que c'est vraiment là aussi un parti pris. On était avant uniquement sur des données ministère de la culture, sur lesquelles il y avait une supervision. C'est vraiment un changement, on va dire, de paradigme. L'ouverture, ça veut dire que ça peut aussi générer des craintes au départ, hein, de se dire oulala, qu'est-ce qui va arriver dans cette verticale? Est-ce qu'on s'aperçoit au final que sur à peu près 950 jeux, on avait une quinzaine de jeux qu'on a pu justement retirer, en fait, qui ne correspondaient pas, on va dire, tout simplement au périmètre culture. Et donc, en fait, on a pu retirer un certain nombre d'inquiétudes. Et on est en train de bâtir, du coup, cette gouvernance. Donc, elle se construit et elle va se construire, je pense, avec les organisations qui rejoignent ou qui sont directement intégrées, donc avec les collectivités territoriales. Là, il y a un véritable enjeu, et également avec le réseau associatif, aussi dans la culture, elle est extrêmement fournie. Peut-être un autre point aussi, côté gouvernance, sur tout ce qui est pour quand même avoir un espace de confiance. C'est un point important aujourd'hui. Comment on arrive à garder des données, et je pense qu'on rejoint complètement transport et écologie, on a aujourd'hui un comité stratégique qui va valider, on va dire, tout ce qui est données de référence et données réglementaires. Alors, données réglementaires, ça va de soi, mais sur les données de référence, en fait, aujourd'hui, tout producteur qui souhaite faire remonter une donnée comme référence, qui souhaite qu'elle soit, on va dire, étiquetée comme référence, peut faire une demande. Et donc, on a mis en place là-dessus un comité stratégique. Pour l'instant, il est uniquement lié à la gouvernance du ministère de la Culture. Et demain, on pourra réinventer aussi cette forme-là, avoir des collectivités territoriales qui rejoignent cette gouvernance, des associations. Donc voilà, c'est en construction. Mais en tout cas, activer une verticale permet d'activer aussi et de réinventer cette gouvernance. Super, merci beaucoup. Bah, du coup, je passe à une autre question et en fait, je vais lire une question qui est dans le chat parce qu'en fait, elle amène directement un petit peu celle-ci. Donc, une question d'Agnès qui nous dit que tout ce travail de préparation, de coordination, d'industrialisation, il demande si ça rentre dans le champ de l'open data parce que elle s'interroge et se demande parce qu'il y a il faut des ressources, des moyens pour créer, développer, animer et maintenir ces plateformes thématiques et les budgets sont de plus en plus restreints, donc ce qui tend à limiter les initiatives similaires. Alors ça me fait penser directement à la question que je voulais vous poser ensuite, c'était du coup l'interaction que vous mettez entre DataGouv et vos portails thématiques. Est-ce que du coup vous réinventez complètement la roue à chaque fois? Est-ce que vous appuyez sur des solutions qui existent sur le marché et donc qui limitent un petit peu les frais et puis les moyens que vous mettez derrière? Donc je pense notamment à écologie et culture. Peut-être je te passe la parole, alors c'est par hasard, mais du coup tu reprends, je sais si ça te va, Vincent, avec du coup le portail écologie de DataGouv. En fait, on a fait un travail initial il y a quelques années, il y a bientôt 3 ans, pour essayer de construire des briques qui sont très en regard de la plateforme DataGouv elle-même, ce qui fait que ça limite les développements à faire sur les portails thématiques et une partie des développements peut être pris en charge par la plateforme nationale sur DataGouv. C'est-à-dire que basiquement, le portail thématique est un front et puis après derrière, le back-end reste DataGouv. Donc est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Vincent, de tout ça et de tout le travail que vous avez mis en œuvre et qui a permis de bénéficier à d'autres, parce que du coup c'est l'initiative écologique qui a fait naître d'autres initiatives comme Météo DataGouv, donc sur les données de la météo et du climat, Culture DataGouv, Logistique DataGouv, voilà, il y a différents portails qui ne sont pas tous là aujourd'hui, mais voilà, si tu veux nous en dire un petit mot. Oui, bien sûr. Et effectivement, la question, elle est cruciale. Et alors, je rebondis sur ce que disait Ed. On voit qu'autour des communautés qu'on adresse, il y a un besoin d'avoir un espace de confiance avec une sélection, une éditorialisation qui soit plus précise, mais en même temps, en tout cas, nous, c'était le cas dans notre au niveau du CGDD. On s'est rendu voilà, la question on va dire, du coût associé au développement de cette plateforme, il s'est posé dès le départ. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas les capacités de
mettre en place, monitorer, maintenir en conditions opérationnelles, faire évoluer aussi rapidement au regard des nouvelles fonctionnalités qui sont attendues, une plateforme de manière complètement autonome. Ça, c'était un des constats sur lesquels on est arrivé, et d'où ensuite tout ce travail de rapprochement avec data.gouv et la création finalement de cet outil, de cette brique technique front-end en marque blanche, Data Front Kit, qu'on réutilise, qui sert également de support pour culture.data.gouv. Et donc, effectivement, la question du modèle économique s'est posée dès le départ, et cette organisation qu'on a aujourd'hui avec la DINUM a été une réponse aujourd'hui convaincante. J'aimerais quand même insister aussi sur d'autres points au niveau de cette collaboration. Tu mentionnais les problématiques de gouvernance, Geoffrey. Peut-être pour rappeler que naturellement aussi, il y a une organisation qui s'est mise en place avec les verticales. Puis nous, dans notre travail avec data.gouv, on a des réunions trimestrielles, voire semestrielles avec l'ensemble des verticales. En bilatéral avec data.gouv, on a des réunions mensuelles, mais toutes nos équipes en fait sont complètement intégrées avec celle de data.gouv, ce qui fait que tu pourras, je pense, en témoigner aussi. Ce qui fait la force, c'est qu'il y a une mutualisation à plusieurs niveaux, à la fois des retours des utilisateurs. Donc, ce qui nous permet de conforter des besoins qu'on aura identifiés sur nos communautés respectives. Ça nous permet aussi de mutualiser des bonnes pratiques au niveau de comment on gère nos verticales autour de sa gouvernance. Et ça nous permet surtout d'être très efficace au niveau du développement de nouvelles fonctionnalités. En termes de synergie, nous, par exemple, je peux mentionner, il y a eu au niveau de certains gestionnaires de catalogue remonter le besoin d'avoir une multi-attribution des points de contact. Ça s'est fait en co-développement avec les équipes de data.gouv. Aujourd'hui, tout le monde en bénéficie. Idem sur la priorisation des données géographiques. Je mentionnerai également que sur la partie de déploiement, donc il y a des directives qui concernent ce que porte directement la DINUM, comme celle des données HVD, donc des données des High Value Datasets. Il y a des catalogues du périmètre du pôle ministériel de la transition écologique, et donc on les adresse, là aussi en bonne intelligence, et il y a des synergies également sur ces déploiements qui concernent nos deux pôles ministériels. Voilà, je te laisse rebondir, Geoffrey, si tu as d'autres points à ajouter, et puis peut-être Eudes. Merci, comme tu as passé la balle à Eudes, je te laisse compléter. Alors, complètement, je pense que nous, la réalisation de la verticale, elle a pris à peu près 3 mois de conception UX, de réflexion, mais le temps a été extrêmement court. Parce qu'en fait, il y avait toutes les briques déjà disponibles. Et donc ça, c'est une des forces. On a bénéficié évidemment de tous les développements, de toute la réflexion initiale qui avait été posée dessus. Ce que je vois, il y a le terme de synergie qui a été utilisé. Il y a à la fois la capacité, on va dire, de bénéficier de briques techniques, donc déjà existantes, sur lesquelles en fait il y a des. Tout à l'heure, Vincent parlait de co-développement. Il y a même des relectures de code. Donc il y a vraiment quelque chose de participatif qui est extrêmement vivifiant, je dirais, en termes même interministériel, hein, dans le travail. C'est extrêmement puissant. Il y a dans la partie discussion, évidemment, et priorisation en fait des sujets, on arrive à trouver, on va dire, les sujets qui vont être les leviers les plus efficaces aussi en discutant entre nous, justement, via ces rendez-vous. Et donc, clairement, ça, c'est un des gros bénéfices. En fait, on n'avance jamais seul, on avance de manière collective. Donc, il y a la puissance aussi de la priorisation collective, et donc ça en fait un élément extrêmement précieux. Par rapport aussi à la question plus générale, comment on a bénéficié de la mutualisation, mais comment aujourd'hui on arrive à une navigation unifiée entre les différents outils que tu posais tout à l'heure, Geoffrey. Aujourd'hui, c'est un travail qui est en cours. C'est vraiment de voir, en tout cas pour moi, la circulation, la navigation entre ces verticales et le back-end de DataGouv et même le front. En fait, il y a tout un travail aujourd'hui pour fluidifier cette circulation. Et donc là aussi, c'est une pensée collective. Derrière, c'est des développements en fait qui ont évidemment beaucoup d'implications.
Et donc c'est là où aussi être de manière collective, c'est extrêmement puissant. Donc clairement aujourd'hui, je vois plutôt une capacité en termes de ressources, en termes de réflexion. En tout cas, les verticales offrent cette puissance-là. Voilà. Super, merci Eudes. Peut-être du coup Cyril. Donc Transport DataGouv, c'est la plus ancienne des verticales DataGouv. Donc de la même logique, vous vous êtes basé un petit peu sur le back-end de DataGouv pour un certain nombre de services. Mais comme tu le mentionnais, vous avez dû développer des services spécifiques au-dessus pour Transport DataGouv. Est-ce que tu veux en toucher deux mots? Ouais, bah, j'allais parler justement de l'historique, c'est-à-dire que Transport DataGouv vient depuis un peu plus longtemps et donc peut-être que la logique a été faite un tout petit peu différemment parce qu'il y a plus de temps, plus de recul, mais c'est vrai que toutes les briques finalement viennent de data.gouv.fr et on en est bien content. Et sur certaines fonctionnalités, alors il y en a certaines vraiment qui sont très métiers, sur lesquelles de toute façon, le portail généraliste ne pourrait pas aller dessus, parce que ce serait, je pense pas, votre cœur de métier, Geoffrey. Et sur lesquels, là, on rajoute vraiment de la valeur ajoutée, j'ai envie de dire, où il y a besoin vraiment de développement très spécifique. On est aussi sur des données, j'en parlais, très assez spécifiques, complexes. Enfin, on va un peu plus loin dans ce qu'on propose aujourd'hui. Et après, peut-être aussi, Geoffrey, je te renvoie un peu la balle, mais il y a certaines fonctionnalités aussi qui, pour nous, devenaient une nécessité par rapport à notre maturité, qu'on a peut-être eu depuis un moment, et on vous a aussi, j'espère en tout cas, aussi inspiré sur certains sujets de notification, de choses qu'on avait finalement développées un peu initialement. On avait des besoins assez précis. Et finalement, je pense qu'on se nourrit aussi les uns les autres, et c'est ce qui fait la force comme ça de cette mutualisation aussi, de manière un peu générale. Parfois, il y a des difficultés, il ne faut pas se marcher dessus, il ne faut pas faire deux fois la même chose, c'est pas toujours évident, parce que parfois, mais c'est le jeu, hein, Tout à fait, ouais. Une fonctionnalité généraliste, une fonctionnalité spécifique, bah, c'est un peu la même fonctionnalité, mais certains vont devoir avoir 3, 4, 5, 6 choses de plus qui vont un peu polluer la fonctionnalité générique. Voilà, je le dis un peu. C'est une super balle que je reprends au bon. Du coup, effectivement, en fait, la manière dont on travaille côté d'Inum, c'est de ce qu'on appelle une méthodologie en mode startup data, c'est-à-dire qu'on priorise en mode agile un petit peu nos cycles de développement avec des priorités qu'on met en avant. Les différentes initiatives, donc comme l'a dit Vincent, on essaye de travailler le plus possible ensemble et donc les équipes travaillent au quotidien quasi ensemble, mais elles gardent toujours leur autonomie. Et donc si une équipe sur un portail veut développer une fonctionnalité qui n'est pas portée et priorisée par DataGouv, on ne va pas l'empêcher parce que c'est intéressant et c'est important de pouvoir aussi favoriser l'innovation et de prouver que ça a un vrai intérêt. Et donc, après, il y a ce retour qu'il faut faire. Et donc, sur l'équipe DataGouv, on regarde, on se dit, ça c'est vrai que c'était vraiment bien, on pourrait le génériciser pour tout le monde et le reprendre à notre sauce. Donc ça, effectivement, c'est un travail qu'on fait au quotidien avec nos équipes. Donc là, on a parlé donc de solutions, donc de la brique UData Front Kit qui est librement réutilisable et que chacun peut réutiliser pour instancier un portail. Il y a également d'autres solutions, donc il y a des solutions commerciales ou des solutions open source qu'on peut trouver aussi sur le marché. J'en profite, Muriel, donc pour que tu nous parles un petit peu de la manière dont s'interface DataGouv et ses solutions, parce que du coup, Data Éducation, vous êtes sur une solution commerciale. Et donc, là, comment est-ce qu'on arrive quand même à agréger les données de l'éducation sur un catalogue national et sur la manière dont tout ça fonctionne. Ce qui est intéressant aussi, et je pense que je vais enchaîner directement sur ton intervention si ça te va, parce que le temps tourne sur la partie visualisation, parce que la solution que vous avez choisie, elle offre notamment des fonctionnalités sur la partie visualisation de données qui sont très intéressantes. Et donc, je te laisse un petit peu parler un petit peu donc de ce découpage que tu vois avec DataGouv et Data Éducation, et puis les fonctionnalités que vous mettez en avant en termes de visualisation. Oui, alors nous, on a une solution privée depuis le début. On n'a pas changé. On a même éditeur depuis 2016, pratiquement depuis 10 ans. En fait, l'administrateur de la plateforme, à chaque fois qu'on ouvre un nouveau jeu de données sur la plateforme dataeducation.gouv, crée
dans DataGouv, vient moissonner, comment dirais-je, c'est créer un point de moissonnage, ouais. Le moissonnage pour chaque nouveau jeu de données. Alors c'est une opération qui lui prend, alors je dis lui parce que c'est toujours lui qui l'a fait, qui lui prend environ 3 minutes. Donc il automatise le moissonnage par DataGouv du jeu de données nouveau qu'on vient d'ouvrir ou éventuellement que l'on a modifié. Donc c'est ce qui permet de retrouver l'intégralité de nos jeux de données dans DataGouv. Donc ça c'est une première chose. Voilà. Nous on a gardé cette solution privée, quoique coûteuse, pour un certain nombre de raisons, et en particulier parce que on voulait un outil de communication. Notre ministère compte énormément d'usagers, a toujours quelque chose à prouver en termes de transparence. C'est comme je le disais, un environnement très anxiogène, celui de la scolarité pour les enfants, en particulier pour les parents. On a aussi beaucoup de grands-parents qui visitent le site Data Éducation. Donc, on a décidé de développer des data visualisations pour augmenter la visibilité de notre plateforme Open Data, pour amener l'usager qui n'était pas familier des tableurs, des filtres, etc. Donc on a beaucoup de data visualisation. On offre un service qui s'appelle par exemple Trouve ton établissement, qui permet d'avoir les grandes données qui concernent un établissement, l'offre de formation, le résultat d'un établissement aux différents diplômes, le taux de valeur ajoutée de cet établissement, l'offre de langue, etc., etc. Mais également des data visualisations sur les cartes d'indice de position sociale, cartes scolaires, des choses un peu plus confidentielles comme les Wikidata Challenge en classe, qui peuvent donner des idées aussi sur la réutilisation par les usagers, enseignants, élèves de ces data. Donc, toute la partie, on voit que c'est la partie, la partie data visualisation et mini-service, tel que l'offre, Trouve ton établissement, qui permet d'attirer l'usager et parfois même aussi d'autres visiteurs, et qui ensuite amène à s'intéresser à tel ou tel jeu de données et à creuser le sujet. Donc pour nous, ça a vraiment ça a une vertu, c'est celle d'un appel d'air. Super, merci beaucoup Muriel. Et effectivement, donc, je vous invite à aller voir la plateforme Data Éducation, parce qu'il y a beaucoup de valorisation des différents jeux de données qui sont à peu près systématisés. C'est vraiment intéressant et ça donne effectivement, ça ouvre le spectre des réutilisateurs et des visiteurs de cette donnée, où un public un peu moins averti peut aussi avoir des informations sur de la donnée publique et de pouvoir la récupérer s'il en a besoin. Merci. Du coup, là, je vous propose que je prenne un petit moment là pour passer un cycle de questions-réponses un peu individualisé. Donc là, on a vu un peu sur la partie visualisation des données. Donc il y a un peu de visualisation des données sur la partie portail thématique. Donc Cyril, tu pourras aussi en parler. Et puis c'est des choses, Vincent aussi, sur la partie indicateur. C'est des choses sur lesquelles côté DataGouv on travaille. Et donc a priori en début d'année prochaine, on aura des solutions qui permettront d'aller un petit peu plus loin sur la partie visualisation des données sur la plateforme DataGouv. Mais peut-être une question pour toi, Vincent. Une des spécificités, j'ai l'impression, d'Écologie Data
DataGouv, c'est d'avoir utilisé un concept qui est celui des bouquets de données. Est-ce que tu peux nous en parler, nous indiquer ce que c'est qu'un bouquet de données et également d'avoir mis au sein de la plateforme Écologie DataGouv des indicateurs. Donc au-delà du jeu de données brut en tant que tel, il y a également des indicateurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux spécificités qui sont intéressantes à décrire pour les spectateurs? Bien sûr. Donc effectivement, on pousse un concept qu'on appelle les bouquets de données au sein d'Écologie DataGouv. Donc un bouquet de données, c'est tout simplement un ensemble de jeux de données qui présente un lien avec une politique publique. Ça, c'est, on va dire, la présentation du concept. Peut-être inciter sur pourquoi on en est venu finalement à introduire ce concept-là et de quelle manière il se distingue aussi par rapport à d'autres objets existants comme les réutilisations par exemple sur data.gouv. Alors l'origine, c'est que quand on a travaillé donc à ce catalogue écologie pour data.gouv, la première question que nous on s'est posée, c'est est-ce qu'on centralise les bonnes données? Est-ce qu'effectivement on est sur les données qui intéressent l'écosystème au regard des politiques publiques? On manquait de recul là-dessus. Donc tout de suite on est allé à la rencontre d'un certain nombre de réutilisateurs. On disait voilà, dans le cadre de vos missions, quels sont les périmètres de données que vous utilisez? Et donc on a eu un certain nombre de rencontres et on constate on a fait le constat que sur des sujets assez courants classiques, le partage de données se faisait, du moins des données utiles, c'était souvent des documents type Word avec des références assez vagues finalement sur des bases de données qu'on ne retrouvait pas forcément sur Google. Ça, c'est le premier constat. Parfois, il y avait des Excel qui étaient partagés avec des listes, des liens qui étaient cassés. Donc les gens faisaient ça, c'est-à-dire qu'il y avait un réel partage de données de cette manière-là, mais quelque chose qui n'était pas du tout pérennisé. Même chose, on a vu se démultiplier des cartographies de données sur des boards, mais là aussi, on est dans un écosystème qui est tellement mouvant qu'après quelques mois, cette cartographie n'était plus utilisable ou plus à jour. Donc, d'un côté, on a fait le constat que nous, on avait trop peu de recul par rapport à ce qui était pertinent pour la centralisation. Que si on veut améliorer l'accès à ces données-là, il nous fallait un cadre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on constatait aussi qu'au niveau des experts métiers, le partage de collection de données se faisait de manière assez artisanale. Et donc, on est parti de ce cas d'usage-là pour tirer le fil d'un module qu'on appelle le bouquet de données. Donc, le bouquet de données, aujourd'hui, c'est une collection de données qui peut être éditée de manière collaborative, c'est-à-dire tous les membres de l'organisation attachée au bouquet peuvent venir le compléter, l'ajouter. Donc ça, on a constaté que c'est dans le cas si on reprend les documents d'urbanisme, il y a une initiative qui a duré 2 ans au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour identifier avec les différents experts les données pertinentes. On est sur un niveau d'itération qui peut être assez lent parce qu'il faut consulter un grand nombre de personnes. Donc le bouquet de données, bientôt on va pouvoir en suivre l'activité, savoir qui l'a complété, qui a rajouté quoi, quand. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est importante. La notion aussi de progressivité derrière. On veut améliorer l'impact dans ce bouquet-là, donc compléter et ajouter des informations qui sont pertinentes progressivement. Et nous, le constat qu'on fait aussi, c'est que dans notre écosystème, il y a beaucoup de jeux de données qui ne sont pas forcément, catalogués. Donc, dans un premier temps, on peut renseigner une URL, pas forcément un jeu de données qui est déjà complètement interopérable, mais c'est pas grave, ça nous donne en tout cas une indication de ce qui peut être amélioré au niveau du catalogage. Et les 2 derniers points, c'est que c'est un module qui est beaucoup plus éditorialisé que d'autres objets comme les réutilisations, où on peut jeu de données par jeu de données les annoter. Et ce qui est important, c'est que ces éléments-là soient aussi bien référencés et partageables plus facilement par l'ensemble des experts. Donc voilà pour le concept, et je terminerai brièvement en disant qu'on y voit déjà des bénéfices. Premier bénéfice, c'est la promotion d'une action qui soit cohérente. Donc, auparavant, on se partageait des documents de Word avec les différents indicateurs qui étaient intéressants. Aujourd'hui, on a un bouquet, dans le cas des COP régionales, qui va référencer les jeux de données de référence avec les données qui sont accessibles et référencées sur Internet et partageables par l'administration. Et au-delà, ça inspire aussi des agglomérations qui construisent leurs observatoires de transition écologique. Donc, c'est un effet qui va au-delà finalement de l'utilisation en interne. Je pourrais évoquer également la contribution de la DRIUAT sur le tableau de bord des mobilités durables, qui a fait un gros travail de sélection d'indicateurs de référence sur ce sujet-là. C'est disponible sous forme de bouquet. Ça renvoie également vers leur tableau de bord des mobilités durables, qui présente donc des indicateurs intéressants. Et
Donc en termes de bénéfices, on a des bouquets qui sont plus ou moins volumineux. Certains font une centaine de jeux de données. Et ça nous permet, là aussi, ça nous donne vraiment une vision sur comment les données sont, quelles données sont mobilisées, comment elles sont accessibles aujourd'hui, et comment nous, on peut en améliorer l'accès. Donc c'est très gratifiant de ce côté-là. Voilà. Aujourd'hui, en termes d'animation, on a donc quelque chose, voilà, une animation qui évolue autour de ces bouquets-là, dans le cadre notamment des indicateurs territoriaux de transition écologique. Nos collègues travaillent avec les directions générales pour créer de nouveaux bouquets en lien avec les PSAET, le déploiement des énergies renouvelables, la santé environnement. On voit aussi qu'il y a une dynamique qui prend avec des acteurs externes au pôle ministériel comme l'agence Auré, qui lance un groupe de travail pour identifier des cas d'usage prioritaires sur lesquels se concerter dans un écosystème un peu plus large. Donc affaire à suivre et du contenu à venir également. Super, merci Vincent. Du coup, une question pour toi, Eudes. Donc, tu nous as déjà un petit peu parlé des enjeux et des besoins actuels. Du coup, je peux te poser une question. Donc déjà, pour quelles raisons donc tu nous l'as un peu expliqué, le fait que tu vas retrouver sur DataGouv l'ensemble des administrations qui travaillent sur la donnée culturelle, et donc c'est plus facile que d'avoir un portail dédié au ministère de la Culture, de créer un portail thématique pour rassembler l'ensemble des données de toutes ces administrations là-dessus. Donc si tu veux un petit peu nous parler de ça, et puis du coup comme c'est un portail en construction, quelles seraient selon toi dans 1 an, dans 2 ans, les fonctionnalités qui vont faire rêver les gens sur Culture DataGouv et que vous pourrez mettre en place pour du coup bénéficier. Juste, il est 12h03 pour information. On avait prévu de finir à 12h, donc on déborde un peu. Je vous propose qu'on finisse à 12h15 au maximum. Du coup, donc si vous pouvez sur vos interventions, si vous vous limitez à 2 minutes, 3 minutes, ça serait super. Du coup, Eudes, est-ce que tu veux nous parler un peu de ça ? Alors, je serai très concis, promis. Côté justement développement en cours et là où la verticale répond, on va dire, à des points, et là encore un changement important lié à ce changement de périmètre, on a détecté via encore des enquêtes fin 2004 le besoin pour les administrations, en tout cas du ministère de la Culture, de pouvoir gagner en autonomie dans la publication. C'est-à-dire que aujourd'hui, jusqu'à présent, on avait une personne qui était dédiée, on va dire, à recevoir les jeux de données, les nettoyer, les rediffuser, on va dire, sur la plateforme à l'époque Data Culture et qui était reprise par Data.gouv. Cette position-là, on a souhaité la modifier afin de plutôt accompagner en fait les administrations à publier elles-mêmes, à pouvoir échanger directement aussi avec les utilisateurs, parce que ça, c'est évidemment un gain en termes de qualité des données. C'est-à-dire qu'on a aussi des remontées aujourd'hui, ça leur permet d'être directement en contact. Et ça, c'est une des options aussi qu'on a choisi d'utiliser beaucoup plus massivement. Le forum data.gouv.fr qui vient, c'est une parallèle en fait qui permet aussi de remonter les problématiques, par exemple de localisation géographique ou ce genre de choses. Donc clairement permettre en parallèle de cette verticale aux administrations de s'emparer pleinement de leur capacité de publication et d'animation de leur communauté autour de leurs jeux de données. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est renforcer la question des observatoires autour de la culture. On en a plusieurs, dont le département des statistiques et des études statistiques, en fait le DEPS, qui est évidemment lié à l'INSEE, et c'est aussi leur permettre au sein de cette verticale et d'autres observatoires, par exemple l'observatoire de la lecture, d'être présents et donc aussi là renforcer leur donner, on va dire, un espace de publication de confiance, en fait. Voilà. Donc, permettre aussi à l'utilisateur de retrouver ces données de confiance. Donc ça, c'est un des enjeux. Et enfin, peut-être en dernier, pour avoir un exemple plus concret, on travaille actuellement sur le spectacle vivant avec différents réseaux. Donc réseau, ça va et différents, on va dire, différentes organisations. Ça peut être des associations, ça peut être le Pass Culture, ça peut être les établissements publics. Aujourd'hui, par rapport à la circulation des données d'événements,
on avait un vrai enjeu de structuration en fait et de circulation des données de spectacle en fait. Jusqu'à présent, on n'a pas un grand agenda culturel national et en fait le fait de permettre et le fait de rejoindre et d'inciter, on va dire, l'ensemble des organisations à rejoindre, on va dire, à publier via data.gouv, mais aussi à valoriser leurs données via cette verticale, ça permet aussi de mieux structurer la donnée et donc à terme d'avoir ces fameux agendas culturels. Voilà, donc c'est aussi une des perspectives qu'on donne, le fait d'être sur un enjeu, une plateforme partagée, un espace partagé, permet aussi d'accroître la discussion, permet aussi de mieux structurer la donnée et donc d'arriver, on va dire, et ça on l'attend de pied ferme, d'avoir ce type de service qui se concrétise, type agenda culturel. Super, merci beaucoup Eudes. Une question peut-être pour toi Cyril. Alors on a vu la spécificité un peu de Transport DataGouv sur le fait que, enfin tu en as parlé sur la partie impact qui est assez difficile à mesurer. Ce qui a aussi on peut aussi en déduire que il y a peut-être peu de gros réutilisateurs de vos données. Enfin, du coup, on va notamment penser tu pourras le préciser. Mais du coup notamment, il y a beaucoup de réutilisateurs. Par contre, il y a des très gros réutilisateurs comme les GAFAM, donc par exemple Google, Waze, peuvent réutiliser vos données. Est-ce que vous avez un contact privilégié avec ces interlocuteurs? Comment est-ce que vous organisez un petit peu tout ça avec les différents acteurs voilà, vos gros réutilisateurs de données, comment est-ce que vous essayez de rentrer en contact avec eux? C'est intéressant ce que tu dis parce que une fois de plus avec l'histoire, le rapport a changé et il y a eu il y a 2 ans une obligation d'utiliser la donnée qu'on publiait pour notamment les Google & Co. À partir du moment où les données étaient en licence ouverte. Et ça a été un tournant, c'est-à-dire que tous les calculs d'itinéraire, avaient Paris, Nantes, Bordeaux, Rennes, Toulouse, mais bon, dans la Creuse, l'information et la légère, ça ne les intéressait pas du tout, objectivement, sauf que cette loi les a un peu forcés à le faire. Donc on a vraiment créé une forme de partenariat, donc ils ont joué le jeu, notamment, je parle de Google, parce que Google, il y a eu une forme de discussion qui s'est créée en voulant, voilà, ils voulaient répondre à ses obligations. Donc, on a eu une forme de partenariat et ils venaient chercher la donnée, nous demander aussi d'être le point de contact pour quelque part pousser les producteurs à augmenter la qualité de leurs données. Bref, il y a eu toute une forme de cercle vertueux, on va dire, dans la réutilisation. Donc, il y a eu cette forme de partenariat. Et finalement, grâce au fait que toutes ces données soient aujourd'hui intégrées, grâce aussi à une brique, on va en reparler, de DataGouv, qui est la discussion, ça s'autorégule et on intervient de moins en moins, ce qui est une très bonne nouvelle sur tout ça. Et on voit les gros réutilisateurs, que ce soit Google, Transit, enfin voilà, les très gros qui, eux, quotidiennement vont vérifier à l'arrêt près les éléments, parce qu'ils ont les ressources pour, et viennent demander aux producteurs, cet arrêt n'est pas au bon endroit, l'horaire n'est pas au bon endroit, la couleur de la ligne n'est pas au bon endroit, et cet espace ouvert qui bénéficie à tout le monde, donc, voilà, une fois de plus, c'est vraiment la brique discussion de DataGouv qu'on utilise, permet de réguler tout ça et de faire ce travail vraiment de monter en qualité. Donc finalement, notre organisation générale, notre plateforme, permet à tous de travailler, de monter en qualité, parce que c'est notre enjeu. Hein. Là, on a beaucoup de données. Un de nos enjeux, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très propre. Et autre point, je vais essayer d'être très rapide, mais on a essayé de faire un partenariat cette année aussi pour le repartage de la donnée. Donc je sais que c'est un sujet assez intéressant, c'est-à-dire les modifications que chaque système fait au sein de leur propre organisation, c'est-à-dire qu'ils récupèrent la donnée, elle n'est pas suffisamment qualitative, donc eux la nettoient pour leur propre système et leur propre service. On leur demandait de nous renvoyer un petit peu ces modifications pour que les producteurs en amont bénéficient de ça et corrigent les choses de leur côté. Donc voilà, il y a des partenariats un peu comme ça qui se font, c'est expérimental, on ne sait pas si ça va continuer, on va voir. En tout cas, il y a des volontés comme ça de collaborer et ils sont excessivement reconnaissants de ce qu'on fait. Alors on leur fait gagner beaucoup d'argent à tous, hein, aux gros et aux petits, parce qu'on propose de la donnée de qualité centrale, gratuite, disponible, on les alerte quand elle ne l'est plus, bref, on fait... voilà. Donc
on est quand même très apprécié par les utilisateurs pour ça. Ouais, c'est genre, moi, en tant que tu parlais de la Creuse, donc moi, en tant qu'un parti creusois, je suis très content d'avoir les horaires de bus pour aller de Guéret à la Souterraine de manière régulière. Voilà. Donc, Bon, bah ouais, merci beaucoup à Transport. Bon, pour finir, peut-être en une phrase, en un mot, chacun, est-ce que, donc eux, tu nous en as déjà un peu parlé, mais si on se projette à 1 ou 2 ans, qu'est-ce que quelles sont les grandes fonctionnalités, les grands services que vous imaginez implémenter au sein de vos portails et qui n'existent pas actuellement? Peut-être Muriel, si tu veux dire un mot, très rapide si tu peux, pour qu'on essaye d'avoir tout le monde d'ici 3 minutes. Tout à fait. Aide à la décision pour les usagers, pour les parents. Où est-ce que c'est plus judicieux d'inscrire mon enfant au lycée? Qu'est-ce que je mets en premier? Où est-ce que qu'est-ce que je demande dans Parcoursup? Donc on a vraiment comme objectif de valoriser nos données pour qu'elles servent à la prise de décision des usagers. Super, merci beaucoup. Vincent? Oui, alors nous, en termes de besoins, je pense que le besoin primaire, c'est déjà de faciliter, de s'assurer que la donnée est bien découvrable sur notre portail. Dans les tests utilisateurs, on voit qu'il y a encore, on a fait beaucoup de progrès, mais il y a encore une marge de manœuvre avec des améliorations au niveau du UI, voire l'intégration d'agents conversationnels. C'est pas forcément ma tasse de thé, mais de plus en plus, j'en vois la valeur d'usage, donc on se pose la question. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé trop d'IA, mais Non. c'est vrai que L'ouverture. c'est des sujets qui montent. Cyril, est-ce que tu as des choses là que tu vois arriver ou que tu penses qui Ouais. seraient intéressants à mettre? Ouais, tout à fait. Alors, il y a tous les sujets de data vis, de recherche, de découvrabilité qui est un effort continu de toute façon, quel que soit d'ailleurs en passant par l'IA ou pas. Mais après, il y a un autre sujet un peu plus stratégique, c'est un petit peu le fait d'intégrer cette donnée pour justement proposer une forme d'observatoire. On fait des agrégations, des bases nationales, des choses comme ça. Donc, on est un peu à la limite entre le fait de répertorier des jeux de données et le fait d'être un portail qui soit une référence même de la donnée. Donc, voilà, on est un peu entre les deux, on le fait pour certaines choses, pas pour d'autres. Voilà. Donc peut-être que plus tard, on sera une référence au-delà de l'open data des données de mobilité sur certains sujets. Super. Et Eudes, pour finir, est-ce que tu as des choses que tu n'as pas mentionnées? Je rejoins Cyril sur la question de la data vise. Donc c'est un axe fondamental qui va aussi nous permettre de soutenir la question de la médiation autour de la donnée. Je dirais que nous, le principal enjeu, c'est la communauté et de construire et de faire grandir cette communauté, ces communautés autour de la donnée culturelle. Super, bah moi je rejoins. Donc effectivement la partie DataVis c'est un des chantiers côté DataGouv qu'on mène en tout début d'année prochaine. Donc il y aura vraiment des choses qu'on va vous montrer. On vous invite à vous inscrire aux démos publiques sur lesquelles nous communiquons régulièrement. On en fait une tous les 6 mois à peu près. Donc la prochaine sera probablement en janvier. Il y aura des annonces et des choses à vous montrer aussi sur ces sujets-là. Nous, côté DataGouv, effectivement, le fait d'utiliser data.gouv.fr comme plateforme nationale de l'ensemble des données publiques, open data et non open data, ça nous permet d'avancer un peu sur l'ensemble de ces sujets. Et ce qu'on a quand même comme ambition, c'est que ces plateformes soient des outils quotidiens des différents agents publics. Donc ça rentre pas en bout de chaîne comme souvent l'open data peut arriver, c'est-à-dire qu'on fait son travail et puis on fait un dump de sa base et puis on la met sur l'open data. Qu'on se serve en continu, donc que ce soit les citoyens ou les agents publics, des données dans nos process. Et donc ça, c'est un peu ce qui nous motive. Et donc voilà, dans 1 ou 2 ans, j'aimerais ça. J'aimerais que l'ensemble de nos plateformes soient utilisées de manière continue pour le travail quotidien des différents agents publics. C'est déjà le cas pour beaucoup, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Sur ce, je vous propose de terminer cette discussion. Merci vraiment beaucoup à tous les 4 de vous être prêtés au jeu. Et puis merci à tout le monde qui a pu assister au webinaire. Et donc je vous invite demain à un prochain webinaire important dans lequel il y a pas mal d'inscrits sur les outils liés à la cartographie. Donc on va parler sur pas mal de sujets. Donc on va aussi reparler un petit peu de data visualisation. La carte, c'est une sorte de data visualisation. Donc je vous invite à vous inscrire demain. Et puis la vidéo sera disponible en replay sur nos réseaux sociaux, sur Tube Numérique et sur notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube et vous aurez les informations sur tous ces replays. Merci à tous, bon appétit et puis à bientôt. Au revoir. Merci. Merci à vous.
Thank you.